60 12 heures suffisent pour faire basculer un État. Marché fermé, radio muette et ambassade figée dessinent une crise silencieuse, où mouvements militaires, signaux diplomatiques synchronisés, récits médiatiques convergents et décisions retenues transforment une rumeur diffuse en épreuve nationale aux conséquences régionales immédiates, mesurables et durables pour un pays enclavé du Sahel soumis à des pressions extérieures, anciennes et renouvelées, qui testent la cohésion interne et la vitesse décisionnelle avant toute confrontation ouverte. Que signifie ce calme pour vous quand Ibrahim Traoré observe? Un test bref, décisif, national pour l'État entier. Ce récit s'engage à éclairer les mécanismes invisibles qui transforment des signaux dispersés en crise nationale, sans extrapoler au-delà des faits disponibles. Un cadre clair pour lire les faits, anticiper, risques, décisions. L'enjeu dépasse l'épisode immédiat. Comprendre comment une chaîne décisionnelle réagit sous pression permet d'évaluer la solidité d'un État confronté à des influences concurrentes, à des narratifs importés et à des tests de loyauté interne. Ici, chaque silence institutionnel, chaque redéploiement discret et chaque message public écourté comptent autant que des annonces spectaculaires. La promesse consiste à relier ces indices en une lecture cohérente, utile à ceux qui observent le Sahel sans se contenter d'étiquettes rapides. Il ne s'agit ni d'adhérer ni de condamner, mais d'identifier les leviers réels: vitesse, coordination, perception publique. Une question reste en suspens. Si l'alerte n'a pas surpris l'État, qu'est-ce qui a réellement été anticipé? Cette compréhension offre un avantage stratégique: distinguer la crise subie de la crise contenue et mesurer ce que cela change pour la stabilité régionale à court terme. En moins de 72 heures, que c'est 23 unités de sécurité, soit environ 18% des capacités opérationnelles, ont été repositionnées autour de Ouagadougou. Ce chiffre révèle une anticipation structurée plutôt qu'une réaction improvisée, indiquant que la menace avait été identifiée avant de devenir visible pour le public. À partir de ce point, le contexte se clarifie par couches successives. Les premiers signaux ne sont pas spectaculaires. Réunions diplomatiques annulées, bulletins radio raccourcis, fermeture anticipée de marché. Pris isolément, ces éléments paraissent banals. Ensemble, leur synchronisation dessine une montée en alerte méthodique, typique des phases préparatoires observées lors d'autres crises sahéliennes. La mécanique repose moins sur l'annonce que sur la coordination silencieuse. Dans ce cas, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme point de référence institutionnel plutôt que comme déclencheur visible. Son rôle n'est pas d'amplifier la tension, mais d'offrir une ligne de continuité décisionnelle pour des unités confrontées à des signaux contradictoires. Cette posture réduit l'incertitude interne au moment précis où la désinformation commence à circuler à l'extérieur. Le contexte régional pèse lourdement. Le Burkina Faso, enclavé mais stratégique, évolue dans un environnement où chaque inflexion politique attire des lectures concurrentes. Les narratifs de restauration de la démocratie, déjà utilisés ailleurs, apparaissent ici comme des marqueurs récurrents d'opérations d'influence. Leur émergence simultanée à des mouvements techniques, drones non identifiés, échanges chiffrés, cyber-perturbations, suggère une pression composite plutôt qu'un événement spontané. Le mini-révélateur central tient donc à la cohérence temporelle. La rapidité des redéploiements, la discipline des communications et l'absence de basculement interne indiquent un appareil d'État préparé à contenir avant d'exposer. Cette séquence répond à la question initiale. Si la crise n'a pas surpris, c'est parce que la décision a précédé la visibilité. Elle ouvre cependant une interrogation durable sur la répétition possible de tels cycles dans un Sahel en recomposition. Pour comprendre comment l'alerte s'est matérialisée sur le terrain, il faut quitter les communiqués et suivre des trajectoires individuelles, discrètes, mais décisives. Ces figures n'incarnent pas le pouvoir politique.
Elles traduisent sa mise en œuvre concrète, à l'échelle des gestes quotidiens. Le premier repère est le colonel Sanou, chargé de la sécurité présidentielle. Son action ne commence pas par un déploiement visible, mais par une série de vérifications internes. Des rotations sont revues, des accès restreints, plusieurs officiers temporairement écartés après la détection de contacts non déclarés avec des acteurs extérieurs. Rien de spectaculaire. Pourtant, ces décisions techniques réduisent immédiatement les angles morts dans la chaîne de commandement. Elles agissent comme un filtre préventif, limitant la capacité d'une menace diffuse à s'insérer dans les circuits de décision. Un second repère apparaît la nuit, dans les rues presque vides de Ouagadougou. La capitaine Diarra supervise les patrouilles nocturnes autour des bâtiments administratifs et des infrastructures sensibles. Ces équipes observent les mouvements inhabituels, sécurisent les axes clés et établissent reminders fixes avant toute annonce officielle. Ce travail repose sur l'endurance plus que sur la force. Il transforme l'alerte abstraite en présence dissuasive, visible uniquement pour ceux qui savent où regarder. Ces deux microcas montrent un même mécanisme. L'impact précoce d'une crise se mesure moins en affrontement qu'en réorganisation silencieuse. Les premiers effets ne sont pas médiatiques, ils sont opérationnels. Chaque ajustement interne réduit la surprise et resserre le périmètre de vulnérabilité avant que la tension ne devienne publique. Au fond, contenir tôt évite l'emballement tardif. Avant que la crise ne devienne visible, tout commence par une altération presque imperceptible de la routine. Les bulletins des radios d'État sont écourtés, les marchés ferment plus tôt que d'habitude, et plusieurs ambassades annulent sans explication publique des réunions prévues depuis des semaines. Ces signaux, pris séparément, ne déclenchent aucune alarme. Ensemble, ils constituent la phase d'activation, un environnement préparé à absorber un choc sans l'exposer. Après ces premiers ajustements, la dynamique change d'échelle. Les services de renseignement identifient des échanges chiffrés entre un groupe restreint d'officiers et des interlocuteurs situés hors du territoire national. Le vocabulaire utilisé, présenté comme humanitaire ou logistique, correspond à des lexiques déjà observés lors d'opérations d'influence dans d'autres pays du Sahel. À ce stade, la trajectoire n'est plus ambiguë. L'alerte interne est déclenchée et la chaîne décisionnelle se resserre. Le samedi marque l'entrée dans la phase de montée en tension. Des drones non identifiés apparaissent au-dessus de zones militaires périphériques. Leurs trajectoires sont brèves, répétitives, comme des tests de réaction. Le dimanche, des tracts anonymes circulent dans plusieurs quartiers avec un message unique. Restaurer la démocratie. Ce slogan, déjà vu à Bamako ou à Niamey, agit comme un signal cognitif. Il prépare l'opinion à une lecture particulière des événements, avant même qu'ils ne se produisent. Le lundi, le seuil critique est franchi. L'état-major passe en alerte maximale. Les permissions militaires sont annulées. Les communications avec certaines garnisons deviennent instables. Et les axes stratégiques autour de la capitale sont sécurisés. Dans la nuit, des blindés se positionnent autour du palais présidentiel, de la télévision nationale et des infrastructures énergétiques. Le climat est tendu, mais contrôlé. Aucune annonce spectaculaire. Seulement des décisions rapides, prises pour empêcher toute surprise. C'est dans cette phase de climax qu'Ibrahim Traoré intervient publiquement. Son discours est bref, calme, sans rhétorique excessive. Il ne cherche ni à dramatiser, ni à rassurer artificiellement. Il fixe un cadre. Le Burkina Faso ne doit pas répéter des scénarios imposés de l'extérieur. Pour les unités déployées, cette parole agit comme un repère. Elle clarifie l'intention politique et stabilise la chaîne de commandement au moment le plus incertain. Le mardi, la confrontation se déplace. Des cyberattaques perturbent les sites gouvernementaux, tandis que des messages de désinformation envahissent les réseaux sociaux. Ils évoquent des défections imminentes et une dislocation interne. Pourtant, aucune garnison ne bascule. Les forces loyales tiennent leur position. Les images d'Ibrahim Traoré visitant des avant-postes circulent alors, non comme une démonstration de force,
mais comme un signal de continuité pour des soldats épuisés par l'attente. Le mercredi ouvre la phase de rémanence. Plusieurs officiers impliqués dans des échanges suspects sont arrêtés. Les rues se remplissent lentement, sans célébration. Le coup n'a pas eu lieu. La crise ne se conclut pas par un triomphe, mais par un soulagement discret. Ce cycle court révèle une différence essentielle. L'orchestration attendue a été neutralisée avant son aboutissement. La rupture n'est pas spectaculaire, mais elle modifie durablement le rapport de force. Le passage du baseline vers le delta s'observe d'abord dans la manière dont l'appareil d'État a utilisé le temps comme ressource stratégique. Avant la crise, les redéploiements militaires au Burkina Faso suivaient des cycles lents, souvent réactifs, conditionnés par la confirmation publique d'une menace. Pendant cette séquence, la logique s'inverse. L'action précède la visibilité. Ce déplacement méthodologique constitue le premier indicateur clé pour comprendre la solidité de la réponse. Un premier indicateur concerne le redéploiement des forces. En moins de 72 heures, 23 unités, représentant environ 18% des capacités opérationnelles nationales, sont repositionnées autour de Ouagadougou. Cette proportion indique une anticipation centralisée, réduisant les angles morts avant exposition publique. Ce chiffre n'est pas seulement démonstratif. Il traduit une chaîne de commandement resserrée, capable de privilégier la vitesse décisionnelle sur l'exhaustivité de l'information. L'ordre émane directement du sommet, ce qui montre que la cohérence interne a été jugée prioritaire face au risque de fragmentation. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole isolé, mais comme un point de synchronisation entre renseignement, décision et exécution. Un deuxième indicateur concerne les flux économiques externes. Depuis le déclenchement de l'alerte, les échanges avec plusieurs partenaires occidentaux enregistrent une baisse estimée à 22%. Ce recul signale un recentrage forcé, mais maîtrisé, vers des circuits régionaux alternatifs. À première vue, cette contraction pourrait être interprétée comme une fragilisation. Pourtant, replacée dans la séquence, elle fonctionne comme un amortisseur politique. Réduire temporairement la dépendance à un partenaire dominant limite l'effet de levier extérieur au moment le plus sensible. Le delta économique n'est donc pas un effondrement, mais une reconfiguration contrainte, assumée comme coup de stabilité à court terme. Un troisième indicateur concerne la perception sociale. Un sondage interne mené auprès d'environ 5000 citoyens indique que 64% attribuent la tentative de déstabilisation à des acteurs extérieurs. Cette convergence d'opinion agit comme un stabilisateur social, réduisant les risques de fragmentation interne. Ce pourcentage ne mesure pas une adhésion idéologique. Il révèle une lecture partagée de la menace, essentielle pour contenir la propagation de récits co-concurrents. Dans un contexte saturé de désinformation, cette cohésion perceptive permet à l'État de maintenir une marge de manœuvre sans recourir à une coercition visible accrue. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent un delta clair. L'armée agit en amont, l'économie se réoriente sous contrainte, et la société adopte une lecture convergente de la crise. Cette combinaison ne garantit ni victoire durable ni stabilité définitive. Elle montre cependant une capacité nouvelle, tenir une ligne avant que la pression ne se transforme en rupture ouverte. Les chiffres ne racontent pas un succès spectaculaire. Ils documentent une méthode. Et cette méthode éclaire la posture d'Ibrahim Traoré comme gestionnaire du tempo, plus que comme acteur d'un affrontement frontal. Deux interprétations antagonistes structurent aujourd'hui le débat autour de la trajectoire politique du Burkina Faso et du rôle d'Ibrahim Traoré. Les présenter équitablement permet d'évaluer la solidité réelle des arguments, au-delà des réflexes idéologiques. La première lecture, largement relayée par plusieurs médias et chancelleries occidentales, considère que l'orientation actuelle accroît l'instabilité régionale. Selon cette thèse, la rupture progressive avec des partenaires historiques, le rapprochement assumé avec Moscou et Pékin, et une rhétorique souverainiste marquée
expose un État déjà fragile à des risques excessifs. Dans ce cadre, la centralisation du pouvoir et la priorité donnée à la sécurité sont perçus comme des signaux précurseurs d'isolement diplomatique et de tensions internes. Les partisans de cette lecture estiment que c'est qu'une transition plus prudente, encadrée par des appuis extérieurs, réduirait les coûts économiques et limiterait les frictions régionales. La seconde lecture, plus présente dans les analyses africaines, soutient une logique inverse. Elle affirme que la dépendance structurelle aux aides et au cadre décisionnel extérieur a constitué sur le long terme un facteur de vulnérabilité. Dans cette perspective, les choix actuels ne créent pas l'instabilité. Ils rendent visibles des tensions préexistantes. Le recul mesuré de l'aide internationale, la diversification des partenariats et la réorganisation militaire sont interprétés comme des tentatives cohérentes pour reprendre l'initiative stratégique. Le risque, selon cette approche, ne réside pas dans le changement, mais dans la perpétuation d'un modèle jugé inefficace face aux crises récurrentes du Sahel. La réponse fondée sur les faits disponibles ne consiste pas à trancher brutalement entre ces deux pôles. Les données montrent une réalité intermédiaire. Certaines mesures produisent des effets tangibles, comme l'amélioration sécuritaire localisée observée après la réorganisation militaire. Dans le même temps, les coûts économiques et diplomatiques sont réels et pèsent sur la marge de manœuvre à moyen terme. Le pari est donc objectivement risqué. Le cœur du Stillman tient ici. Pour la première fois depuis longtemps, ce risque est assumé et expliqué comme tel plutôt que subi par défaut. La question pertinente n'est plus de savoir si cette trajectoire est si confortable, mais pourquoi elle est désormais jugée nécessaire par une partie significative de l'appareil d'État et de la population. La bataille change de forme. À mi-parcours de la crise, les signes visibles de confrontation s'estompent un peu. Les blindés restent en arrière-plan, les sirènes se taisent, et les communiqués officiels se raréfient. Le cœur de la tension se déplace vers un espace moins tangible, mais plus corrosif, l'information. Les pressions ne cherchent plus à provoquer un basculement immédiat, mais à user la cohésion par la rumeur, la fatigue et la confusion progressive. Ce déplacement modifie profondément les règles du jeu. Les attaques deviennent diffuses, fragmentées, difficiles à attribuer. Cyberperturbations intermittentes, récits contradictoires sur les réseaux sociaux, insinuations de division interne. Chaque élément, pris isolément, semble mineur. Ensemble, ils visent à créer un climat d'incertitude permanente. La crise n'est plus un événement, elle devient un état. C'est dans ce contexte que la posture d'Ibrahim Traoré prend un sens différent. Il ne s'agit plus seulement de contrer une tentative ponctuelle, mais d'installer une discipline durable face à l'érosion lente. La vigilance cesse d'être une réaction d'urgence pour devenir une méthode de gouvernance. Cette inflexion constitue le véritable point médian. La reconnaissance que la stabilité future y dépendra moins de la force que de la capacité à filtrer, vérifier et temporiser. La question centrale se reformule alors. Si la menace n'est plus frontale, comment maintenir l'attention collective sans épuiser la société ? Les effets de la crise contenue ne se limitent ni au cercle militaire, ni aux sphères diplomatiques. Ils se diffusent dans l'ensemble du tissu social et institutionnel, révélant comment une pression invisible peut remodeler un pays à plusieurs niveaux. Pour en mesurer la portée réelle, il faut observer 4 groupes distincts: l'État, les entreprises, les ménages et l'environnement régional. Chacun subit des contraintes spécifiques, mais tous évoluent sous une même logique d'adaptation accélérée, où la posture d'Ibrahim Traoré agit comme point de convergence, plus que comme moteur unique. Au niveau de l'État, la première conséquence est organisationnelle. Les procédures décisionnelles sont raccourcies, les circuits d'information recentrés et certaines directions administratives fusionnées pour réduire les délais entre alertes et actions. Le budget alloué à la sécurité augmente sensiblement, au détriment d'autres postes, traduisant une hiérarchisation assumée des priorités. Cette centralisation accrue
n'est pas présentée comme un durcissement idéologique, mais comme une réponse pragmatique à un environnement où la marge d'erreur se réduit. Elle renforce la capacité de réaction, tout en exposant l'appareil public à une pression constante. Pour les entreprises, en particulier dans les secteurs stratégiques comme les mines et l'énergie, l'impact est immédiat. Plusieurs concessions font l'objet d'audits renforcés. Certaines activités sont suspendues temporairement et les flux d'exportation ralentissent. À court terme, ces mesures créent de l'incertitude et pèsent sur la trésorerie. À moyen terme, elles favorisent une réorientation vers des partenaires régionaux et des circuits plus courts. Les acteurs économiques locaux s'adaptent en diversifiant leurs débouchés et en mutualisant certaines ressources, cherchant à maintenir l'activité malgré un environnement moins prévisible. Du côté des ménages, la pression se traduit par une fatigue diffuse. La hausse des prix alimentaires, l'irrégularité de certains services et le climat d'alerte permanent affectent le quotidien. Pourtant, des mécanismes de résilience émergent. Des réseaux communautaires se renforcent, des pratiques d'entraide se multiplient et des solutions locales compensent partiellement les tensions économiques. Cette capacité d'absorption sociale limite le risque de rupture brutale, même si elle repose sur un équilibre fragile. Enfin, l'impact régional dépasse rapidement les frontières. Le Mali et le Niger renforcent leur coordination sécuritaire avec le Burkina Faso, formant un bloc de coopération inédit. Cette synchronisation réduit certaines incursions transfrontalières et modifie les équilibres d'influence. Les chancelleries extérieures ajustent leur discours, conscientes que les leviers traditionnels perdent en efficacité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un leader isolé que comme l'expression d'un mouvement régional, cherchant à redéfinir ses marges de souveraineté. Pris ensemble, ces impacts montrent que la crise n'a pas simplement été évitée. Elle a reconfiguré les priorités, imposant un rythme nouveau à un pays contraint d'apprendre à tenir sous pression. À ce stade, l'avenir du Burkina Faso ne se prête pas à une prédiction linéaire. Les dynamiques observées ouvrent plutôt 3 scénarios cohérents, chacun conditionné par des choix internes et par des chocs externes possibles. L'objectif n'est pas d'assigner des probabilités, mais d'identifier les mécanismes qui pourraient orienter la trajectoire. Dans une trajectoire de base, on verrait une stabilité sous tension, mais globalement maîtrisée. Dans cette hypothèse, l'appareil d'État parvient à maintenir l'équilibre actuel. Les forces de sécurité consolident leurs dispositifs, la coordination régionale reste active, et les pressions informationnelles sont contenues sans disparaître. L'économie ne redémarre pas fortement, mais elle évite la rupture grâce à des circuits régionaux et à des ajustements budgétaires ciblés. Sur le plan diplomatique, les frictions persistent, mais se stabilisent dans une zone grise de négociations prudentes. La stabilité repose moins sur un succès visible que sur une discipline collective et une vigilance institutionnelle continue. Dans une trajectoire plus favorable, la consolidation serait progressive, par effet cumulatif. Ici, les réformes amorcées produisent des effets cumulatifs. Les partenariats Sud-Sud se renforcent. Les chaînes logistiques régionales gagnent en fluidité et certains secteurs stratégiques retrouvent une dynamique contrôlée. L'appareil administratif s'adapte, professionnalise ses procédures et réduit les vulnérabilités internes. La pression extérieure ne disparaît pas, mais elle perd en efficacité face à une cohésion sociale renforcée. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une capacité opérationnelle mesurable. Dans une trajectoire plus difficile, l'érosion serait progressive, sous l'effet d'un choc externe ou d'une usure interne. Ce scénario repose sur l'apparition d'un choc externe majeur, cyberattaque étendue, sanctions économiques ciblées ou rupture diplomatique brutale. La réponse étatique se durcit, la centralisation atteint ses limites et la fatigue sociale s'accumule. Le risque principal n'est pas un effondrement immédiat, mais une usure lente des mécanismes de résilience. Les ajustements deviennent réactifs et la marge de manœuvre se réduit.
Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Documenter, mesurer, corriger avant d'interpréter. Dans un environnement instable, la capacité à ajuster rapidement vaut plus que la certitude d'un scénario idéal. C'est cette discipline analytique qui conditionnera la sortie durable de la zone de tension. Derrière les stratégies, les chiffres et les scénarios, la crise se traduit avant tout par des expériences humaines concrètes. Trois groupes, souvent peu visibles dans les analyses géopolitiques, ressentent de manière aiguë les effets de cette période de tension prolongée. Ceux qui informent, ceux qui produisent et ceux qui protègent. Les premiers sont les médiateurs de l'information, journalistes, enseignants, responsables communautaires. Leur rôle devient central dans un environnement saturé de rumeurs et de récits concurrents. Vérifier avant de transmettre, contextualiser avant de commenter, ralentir le flux plutôt que l'amplifier. Ces pratiques, parfois perçues comme ordinaires, constituent un rempart essentiel contre la confusion. Leur crédibilité conditionne la capacité collective à distinguer alerte réelle et manipulation narrative. Viennent ensuite les producteurs du quotidien, commerçants, agriculteurs, artisans, petits entrepreneurs. Ils subissent directement les hausses de coûts, les perturbations logistiques et l'incertitude générale. Pourtant, beaucoup ajustent leurs pratiques. Circuits stockage partagé, coopération entre quartiers ou villages, deviennent des réponses pragmatiques. Ces initiatives ne compensent pas toutes les pertes, mais elles stabilisent les communautés et maintiennent une activité minimale, évitant une rupture sociale brutale. Enfin, ceux qui protègent, soldats, volontaires civils, équipes logistiques, portent une charge constante. Leur vigilance quotidienne, souvent invisible, structure la sécurité réelle du pays. Ils vivent dans la durée, entre attentes prolongées et alertes intermittentes, ce qui crée une fatigue spécifique, moins spectaculaire mais profonde. Deux gestes simples émergent pour le spectateur. D'abord, ralentir la circulation de l'information, en privilégiant la vérification plutôt que la réaction immédiate. Ensuite, soutenir les réseaux locaux, économiques, éducatifs, communautaires, qui absorbent la pression au plus près du terrain. Ces actions modestes rappellent une évidence. La stabilité ne repose pas uniquement sur les institutions, mais sur la capacité collective à tenir dans la durée. Passer de la survie politique à une consolidation durable exige une méthode lisible, séquencée et mesurable. L'enjeu n'est pas d'accumuler des réactions, mais d'installer une trajectoire où chaque décision réduit la vulnérabilité suivante. Dans cette logique, Ibrahim Traoré insiste sur un principe simple. Sans cadre, la stabilité reste provisoire. La feuille de route suivante s'appuie exclusivement sur les leviers déjà observés pendant la crise. D'abord, sécuriser les frontières et fiabiliser l'information. Cette étape mobilise forces armées, unités locales, partenaires régionaux, avec un horizon immédiat, avec revue mensuelle. On la suit grâce à diminution des incidents signalés dans les zones sensibles, afin de réduire les angles morts avant qu'ils ne deviennent exploitables. Ensuite, limiter la dépendance financière externe. Cette étape mobilise ministère des Finances, institutions régionales, opérateurs économiques, avec un horizon 3 à 12 mois. On la suit grâce à part des échanges exposés à des leviers extérieurs dominants, afin de réduire la capacité de pression indirecte en période de tension. Puis, stabiliser les secteurs productifs clés. Cette étape mobilise ministères sectoriels, collectivités, entreprises locales, avec un horizon 6 à 18 mois. On la suit grâce à volume produit, continuité énergétique, emploi maintenu, afin d'empêcher que la pression sécuritaire ne se traduise par une crise sociale. Après cela, professionnaliser l'écosystème informationnel. Cette étape mobilise médias, autorités civiles, acteurs éducatifs, avec un horizon continu. On la suit grâce à détection et correction rapide des rumeurs majeures, afin de contenir l'érosion cognitive avant qu'elle ne fragmente la cohésion. Enfin, inscrire la souveraineté dans la durée. Cette étape mobilise écoles, administrations, organisations civiques, avec un horizon 12 à 24 mois.
On la suit grâce à intégration de modules civiques et mémoriels afin de transformer l'alerte en apprentissage collectif. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de crise. Elle propose un cadre pour éviter leur répétition incontrôlée. Lorsque la tension retombe, ce ne sont pas les déclarations officielles qui marquent le plus durablement les esprits, mais le retour progressif des gestes ordinaires. Dans les rues où la capitaine Diarra patrouillait de nuit, la circulation reprend par fragments, prudente, comme si chaque pas testait encore la solidité du sol. Les visages restent attentifs, fatigués, mais moins crispés. La normalité revient sans fanfare, portée par une vigilance devenue habitude. Ce moment révèle un glissement important. Le pouvoir ne se manifeste plus uniquement par une présence centrale, mais par une diffusion. Ibrahim Traoré apparaît moins souvent à l'écran. Il laisse parler des ministres, des responsables locaux, des relais communautaires. Ce retrait relatif n'est pas un effacement, il signale une transition. Transformer une autorité concentrée en cohérence partagée. La stabilité ne dépend plus d'un seul centre, mais d'une multitude de points d'appui. Les slogans initiaux se font plus discrets. Ils circulent désormais dans des conversations banales, sur les marchés, dans les écoles, aux postes de garde. Ils perdent leur charge dramatique pour devenir des repères pratiques. Cette banalisation n'est pas un affaiblissement, elle indique une intégration. C'est là que se joue l'essentiel. Les grandes ruptures politiques ne s'ancrent pas dans l'exception permanente, mais dans la répétition de gestes sobres et constants. La crise n'a pas disparu, elle a été absorbée. La souveraineté commence dans les choix quotidiens. La séquence observée au Burkina Faso ne se prête ni à une conclusion triomphale, ni à un verdict définitif. Elle invite plutôt à une réflexion collective sur la manière dont les sociétés contemporaines font face à des pressions diffuses, prolongées et souvent invisibles. Ce qui s'est joué ici dépasse un épisode national. Il interroge notre rapport à l'information, à la patience et à la responsabilité partagée dans des environnements saturés de récits concurrents. Dans ce contexte, le rôle du spectateur n'est pas passif. Observer avec attention, questionner sans précipitation et accepter la complexité deviennent des formes d'engagement civique. Les débats ouverts, même lorsqu'ils révèlent des désaccords profonds, participent à la construction d'un espace commun de compréhension. Ils permettent d'éviter que la fatigue ou la simplification ne prennent le dessus.